premier prêt, les accompagner pour donner le maximum de chances de réussite pour leur activité. L'année dernière, on a financé en France 35 000 personnes. L'ADI aujourd'hui est installée sur l'ensemble du territoire français, y compris les territoires ultramarins. On a 200 antennes qui maillent le territoire, qui nous permettent de rencontrer les porteurs de projets, d'instruire leurs projets, de les accompagner au long cours. Et aujourd'hui, ce que l'on souhaitait faire avec Alice, et qui va vous présenter les résultats de l'étude, c'est vous dire un petit peu quel est l'impact social de l'action de l'ADI, à quoi ça sert l'ADI finalement dans ce paysage du financement, et notamment du financement des personnes les plus fragiles. Qu'est-ce qu'on crée pour la société, qu'est-ce qu'on apporte par notre outil qui est le microcrédit accompagné. Voilà, donc c'était vous rappeler un peu très rapidement ce qu'elle a dit, vous dire que c'est une association, et donc voilà, on a besoin de toutes et tous pour pouvoir poursuivre notre mission, notre travail, l'amplifier, et que ce soit à la fois des partenariats, des subventions, des dons. Aujourd'hui, c'est le Giving Tuesday, alors j'en profite, hein, c'est le moment où on peut faire des appels à dons, et donc voilà, on est là aujourd'hui pour vous dire à quoi on sert et la mesure de notre impact. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Alice. Merci, pour rentrer Nicolas. dans le dur. Effectivement, alors c'est l'impact et l'évaluation de notre activité, on va dire, c'était dès le départ, en fait, dès l'origine, Maria Nova, qui était vraiment notre fondatrice, était très attachée au fait de pouvoir mesurer et évaluer nos actions. Donc là, je vais vous présenter les résultats de l'étude d'impact 2024, mais en fait, on en a déjà produit un certain nombre parce que depuis 35 ans qu'on existe, on fait cet exercice qu'on améliore année après année. En tout cas, c'est un exercice qu'on réalise tous les 3 ans. Et voilà, on est vraiment attaché à la fois à pouvoir vérifier qu'on est bien conforme à notre mission associative, à notre raison d'être, de faire que nul ne soit empêché de créer son propre emploi, notamment pour des raisons financières ou de réseau, de diplôme. Donc voilà, l'objectif de l'étude d'impact, c'est bien de vérifier qu'on est conforme à notre raison d'être. Et par ailleurs, on veut aussi rendre compte de notre action à ceux qui nous soutiennent. Ceux qui nous soutiennent, c'est évidemment des financeurs publics, privés, des donateurs, mais aussi les entrepreneurs eux-mêmes, les créateurs d'entreprises, quand ils viennent nous voir, de pouvoir leur dire, voilà, quand vous allez être en partenariat avec l'ADI, les résultats sont ceux-ci. Donc je vais vous détailler les résultats de l'étude d'impact, mais plutôt une synthèse de l'étude d'impact, parce qu'en réalité, elle est vraiment très très dense. On a posé plus d'une centaine de questions avec des interviews qui durent une demi-heure, donc je vais pas toutes les lister. En tout cas, je vais vous donner un premier aperçu aujourd'hui. Déjà, peut-être en commençant par un petit point méthodologique, comment on réalise nos études d'impact. Donc, on le fait tous les 3 ans avec un prestataire, parce qu'on est vraiment dans une démarche d'impartialité. Il faut qu'on ait des personnes externes qui puissent analyser la manière dont on réalise nos activités. Donc, on les réalise tous les 3 ans avec un prestataire, et puis on interroge des personnes qu'on a financées pour la première fois avec un peu de recul, parce qu'on veut savoir ce que sont devenues leur entreprise 2 à 3 ans après avoir obtenu le financement et l'accompagnement de l'ADI. Donc très concrètement, pour cette étude d'impact, on est allé interviewer, soit par téléphone, soit avec un questionnaire en ligne. On a interviewé des personnes qu'on a financées pour la première fois en 2021 et 2022. On leur a demandé en mai 2024 où ils en étaient au niveau de leur entreprise et puis au niveau de leur vie, disons, en général. On a cette année un périmètre très, très robuste, puisqu'on a eu plus de 2850 réponses. Dans le jargon, on dit que c'est redressé, c'est-à-dire que les 2850 personnes interviewées sont tout à fait conformes à la structure du public cible de l'ADI. Donc voilà, on a vraiment un nombre très conséquent de réponses qui va nous permettre d'avoir pas mal d'éléments d'analyse, et on pourra aussi faire des croisements par la suite pour se poser des questions particulièrement sur tel ou tel sujet. Et juste un dernier point méthodologique, c'est nous, on se base sur ce qu'on appelle la théorie du changement. C'est-à-dire que c'est un peu la méthode de base quand on fait des évaluations d'impact, c'est-à-dire qu'on va définir le processus de changement social et économique attendu d'une action. Très concrètement, ça veut dire que l'ADI, dans sa raison d'être, répond à des besoins. Les besoins, c'est que il y a des personnes qui ne peuvent pas créer leur entreprise parce que manque de moyens financiers, manque de réseau, de l'autocensure. Enfin voilà, le besoin, c'est de répondre à ces freins, lever ces freins.
Pour répondre à ces besoins, on a notre activité et notre outil. C'est le microcrédit accompagné, à la fois un outil de financement puis un accompagnement. Ce microcrédit accompagné va produire des effets. Les effets attendus sont ceux qui sont liés à notre raison d'être. Les effets attendus, c'est de parvenir à lever les freins à la création d'entreprise pour les personnes qui sont d'habitude sous-représentées dans la création d'entreprise. Les effets, c'est vraiment l'évaluation de notre impact direct à l'ADI. Grâce à notre activité, est-ce qu'on répond bien aux besoins qu'on a identifiés? Et enfin, on a ce qu'on appelle des impacts qui sont un peu plus indirects. Qu'est-ce que le fait d'avoir pu créer une entreprise va changer dans la vie des personnes qu'on a financées et qu'on a accompagnées? Donc voilà, besoin, activité, le microcrédit accompagné, les effets directs de notre action sur le passage à l'acte, à la création d'entreprise, et enfin les impacts dans la vie des personnes qu'on finance et qu'on accompagne, et plus généralement aussi dans la société. Et par ailleurs, en fait, l'ADI aussi, quand elle va agglomérer l'ensemble de son activité, elle évalue son travail à l'aune aussi des objectifs du développement durable. Et on a fait faire un travail par des financeurs qui nous ont indiqué, affirmé que l'ADI contribuait à 3 des ODD, le 1, le 8 et le 10. Alors, je ne vais pas les décrire là, mais en tout cas, si on doit étendre aussi notre impact à un ensemble beaucoup plus vaste, mais qui est important pour le bien des acteurs, c'est ça. On contribue aux ODD de manière très significative et directe par notre action. Voilà, donc peut-être on commence, comme je vous le décrivais, par les effets. Qu'est-ce qui est du ressort, la contribution de l'ADI, en tout cas sur le passage à l'acte des personnes qu'on finance et qu'on accompagne. Donc déjà, on s'assure que le profil des personnes qu'on finance corresponde à notre public cible. Alors, pour vous donner quelques chiffres, en tout cas, parmi ces 2850 répondants donc, qui sont représentatifs de notre public cible, on trouve des personnes qui sont d'habitude sous-représentées, comme je disais, dans la création d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a à peu près 20% de personnes qui n'ont pas de diplôme, 33% des personnes qui sont allocataires de minima sociaux, à peu près la moitié qui vivent sous le seuil de pauvreté au moment où ils rencontrent l'ADI et qu'elles veulent créer leur entreprise. On a à peu près entre 20% et 25% d'habitants de territoires dits fragiles, en tout cas, c'est-à-dire les quartiers politiques de la ville, les zones rurales revitalisées, et puis bon, voilà à peu près sur le public pour un montant moyen de microcrédit de à peu près 4 500, 5 000 euros. Donc on vérifie qu'on est bien conforme au public qu'on cherche à atteindre et qu'on cherche à toucher, ce qui est effectivement le cas. Ensuite, c'est déjà effectivement la première chose qu'on voulait vérifier. Mais après, on est sur une étude d'impact. Donc, ce qu'on cherche, c'est quels sont les effets de notre financement et de l'accompagnement. C'est-à-dire, est-ce que ces personnes-là créent effectivement une entreprise, une vraie entreprise et une entreprise qui dure? Donc, la réponse est oui, déjà, pour tuer tout suspense. Mais bon, pour entrer dans le détail, l'écrasante majorité des personnes qu'on finance et qu'on accompagne vont créer une entreprise. Donc, c'est déjà le premier objet, c'est-à-dire lever le frein à la création d'entreprise. On voit que oui, avec un outil de financement et d'accompagnement, ces personnes passent à l'acte de création d'entreprise. Après, on a aussi regardé si elle crée des entreprises, on va dire, formelles. Parce qu'elle a dit, on connaît un certain nombre, on rencontre, on reçoit des personnes qui ont lancé une petite activité, mais qui ne se sont pas immatriculées. Or, on voulait aussi mesurer l'impact de notre action sur la formalisation des activités. Et on voit que via le financement, surtout, juste après ou quelques mois après le financement, les entreprises qui étaient informelles au moment où elles sont rentrées en contact avec l'ADI se formalisent. Donc, on a une création d'entreprises, passage à l'acte de création d'entreprise et des entreprises formelles qui s'immatriculent. Et on est, parce que souvent, on peut nous renvoyer l'image, on crée des vraies entreprises, c'est-à-dire que ce public qui passe à l'acte, il passe à l'acte pour les mêmes motivations que n'importe quel entrepreneur. En premier lieu, c'est être à son compte, gagner en flexibilité et en liberté. Et 9 entrepreneurs sur 10 sont satisfaits d'avoir créé leur entreprise. Donc voilà, on est vraiment sur le premier effet qui est le passage à l'acte d'une création d'entreprise formelle et volontaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une aspiration à pouvoir créer une entreprise et donc ce besoin de cet outil microcrédit accompagné pour passer à l'acte. Le deuxième volet des effets, c'est est-ce que ce sont des entreprises qui durent dans la durée, c'était un tautologisme, donc qui durent. Donc on regarde un peu
on va évaluer selon les critères un peu de statistiques publiques sur ce qu'on appelle les taux de pérennité des entreprises. C'est pour ça, je vous l'expliquais tout à l'heure, que nos études d'impact, on les réalise avec 2 ou 3 années de recul pour regarder 2 à 3 ans après l'obtention du financement de l'ADI, est-ce que ces entreprises ont été créées et est-ce qu'elles sont toujours en activité. Et donc, au global, 2 à 3 ans après le financement, on a 80% des entreprises créées qui sont toujours en activité. Donc, on a des taux de pérennité très conséquents qui correspondent globalement à la statistique nationale, à n'importe quelle entreprise qui se crée en France. Et donc, on n'a vraiment pas de différence sur ce sujet durabilité des entreprises et taux de pérennité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, on a effectivement aussi posé des questions sur comment elles se projetaient dans l'avenir, ces entreprises, et globalement, les affaires se portent bien et les entrepreneurs se disent confiants dans la suite de leur entreprise. Donc, sur le volet, encore une fois, effet, on voit qu'on est conforme à notre mission sociale. On permet de créer des entreprises qui durent, qui engendrent de la satisfaction pour les créateurs d'entreprises. Et ils sont à 70% à nous dire que la contribution de l'ADI, parce que c'est ça qu'on cherche à mesurer, c'est que la contribution de l'ADI à ce passage à l'acte a été soit déterminant, soit très important, à 70%, dans cette création d'entreprises qui durent. Donc, c'est vraiment un point crucial de se dire en quoi l'ADI contribue directement à ces effets. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais vous pouvez poser les questions dans le chat, on va nous les relayer. Si vous avez des choses qui spontanément vous viennent à l'écoute de ce que Alice nous dévoile aujourd'hui. Donc d'ailleurs, c'est un peu une exclue. C'est la première fois qu'on fait un LinkedIn Live sur ce sujet et qu'on a une audience aussi large pour pouvoir présenter cette étude. Donc vous êtes un peu les premiers servis avant même les imprimés qu'on pourra faire partir pour certains. Et on aura des documents aussi qu'on pourra vous faire parvenir à la suite de ce temps-là, mais voilà, c'est notre première prise de parole sur ce volet-là, et donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les prendra et on y répondra évidemment dans la mesure du temps dont nous disposerons, mais profitez-en. Alice est là pour pouvoir, et moi aussi, pour pouvoir répondre à vos questions comme elles vous viennent. Donc du coup, on était sur ce volet-là, mais est-ce que ça... Là, on voit bien les faits. Donc, l'entreprise est créée, la personne peut vraiment lancer son activité. On voit qu'elles sont pérennes. Et évidemment, dans cette pérennité-là, il va se passer plein de choses pour cette personne. Qu'est-ce que ça change dans sa vie? Est-ce que ça va mieux? Ça va moins bien? Enfin, c'est quoi les effets pour la personne d'avoir pu créer sa boîte? C'est ça. Là, on rentre dans la catégorie des impacts. Donc, les effets, c'était les effets sur les entreprises créées et qui durent. Et qui sont en lien avec ce que l'ADI a apporté comme service à cette personne. Et donc là, on rentre maintenant dans les volets impact. Qu'est-ce que la création d'entreprise qui a été permise par la contribution de l'ADI a comme impact dans la vie à la fois personnelle de l'entrepreneur, mais aussi quel est son impact sur les territoires et même quel est son impact en général dans la société. Donc on a cherché cette année dans cette étude d'impact, on les a classés selon 6 grands impacts. Les 4 premiers sont vraiment liés à la personne et après on verra des impacts liés au territoire et puis sur un autre sujet, transition écologique. En tout cas, les 4 premiers impacts qu'on a mesurés, c'était la question de l'insertion socio-professionnelle des personnes financées et accompagnées par l'ADI, la question des revenus et du niveau de vie, quels sont l'impact sur ces sujets-là. Le troisième impact, c'est la question de l'inclusion bancaire, puisque, comme on le disait précédemment, on a des personnes sous-représentées et qui structurellement n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Donc, on voulait absolument aussi pouvoir mesurer l'impact en matière d'inclusion bancaire. Et le dernier impact, c'était personnel, individuel, c'est sur la question du bien-être et son épanouissement. Donc, je vais un peu les détailler. Encore une fois, j'ai donné pas mal de chiffres, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous avez des demandes de précision. Donc, le premier impact, c'est la question de l'insertion sociale et professionnelle. 95% des personnes qu'on a financées et accompagnées sont insérées professionnellement, encore une fois, 2 à 3 années après le financement et l'accompagnement de l'ADI. C'est très important. On était déjà sur des chiffres élevés dans nos précédentes études d'impact, mais on voit qu'on progresse encore. On était à 93% il y a 3 ans, on est à 95% cette année. Et comment ça se caractérise ? Je vous ai parlé là il y a quelques minutes du fait que 80% des entreprises étaient toujours en activité 2 à 3 ans après le financement. Donc, dans ces 95% d'insertion socio-professionnelle, on a 80% des personnes qui sont insérées à la tête de leur propre entreprise
Et les 15% restants, donc 80 plus 15, 95, les 15% restants, c'est ceux qui ont arrêté leur activité entrepreneuriale, mais qui ont retrouvé un emploi salarié, enfin un autre emploi en tout cas, et majoritairement ce sont des emplois salariés. Et à ces personnes-là, on leur a posé la question, est-ce que la création de leur entreprise, même si elle était achevée aujourd'hui, avait permis de retrouver plus facilement un emploi salarié? Et effectivement, ils sont presque 1 sur 2 à nous dire que la création d'entreprise avait permis une meilleure insertion socio-professionnelle dans le salariat, disons. Donc voilà, on est vraiment sur des chiffres très élevés d'insertion sociale et professionnelle, et on voit que la création d'entreprise a des impacts sur les compétences professionnelles qui permettent soit de continuer à se former en tant qu'entrepreneur, soit aussi de pouvoir retrouver plus facilement un emploi salarié. On pourrait même imaginer que des jeunes qui ont du mal à avoir accès à un emploi, s'ils ont déjà lancé leur première activité, sont probablement plus employables. On voit qu'ils ont pris un risque, qu'ils se sont mis en danger d'une certaine façon après leur boîte. Donc j'imagine quand on est employeur, ça donne envie aussi de pouvoir de donner sa chance à un jeune qui a déjà pris ce risque. Ouais. Enfin, il y a vraiment cette notion de l'employabilité effectivement qui est renforcée par cette prise de risque en fait. Oui, tout à fait. Alors, on a une question. Des questions qui arrivent. Ouais, alors on la prend avant de passer aux autres impacts individuels. Donc, quelles sont les modalités concrètes d'accompagnement que les créateurs jugent les plus importantes et efficaces de la part de l'ADI? Alors, effectivement, on a aussi posé la question, et c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure. On avait 80% de pérennité, mais on a aussi cherché à voir, en fonction des différents types d'accompagnement que l'ADI pouvait proposer en complément du financement, quels étaient les effets. Et avant de répondre à la question, je voulais juste aussi souligner le fait qu'on gagne 5 points de pérennité quand les entrepreneurs mobilisent les actions d'accompagnement. Donc, on n'est pas à 80% de pérennité, mais on est à 85% 2 à 3 ans après le financement, quand, par ailleurs, l'entrepreneur mobilise des actions d'accompagnement. Et lesquelles sont-elles? Donc, c'est la question. C'est du coaching individuel. Donc l'a dit Nicolas, le disait, ou je sais plus si tu le disais en introduction, mais en tout cas l'a dit, c'est plus de 800 salariés et 1200 bénévoles. Donc on a des actions d'accompagnement de coaching individuel, soit apportées par les conseillers et les conseillères, soit aussi par des bénévoles. On a aussi des temps collectifs, d'accompagnement collectif, des formations. On a mis en place aussi récemment des clubs d'entrepreneurs pour lutter contre l'isolement, faire des partages de pratiques. Donc, voire de business. Voire de business. Pouvoir travailler ensemble et grandir ensemble. Répondre à des appels à projets ensemble, des marchés. Tout à fait. Donc effectivement, on voit que cet ensemble de services d'accompagnement qui sont proposés, quand ils s'en saisissent, ça améliore encore plus un taux de pérennité déjà élevé. C'est pour ça qu'on appelle ça le microcrédit accompagné. Tout à fait. Voilà. Donc, je reviens, j'espère qu'on a répondu à votre question. Donc, je reviens au sujet des impacts individuels. Donc, on a vu la question de l'impact en termes d'insertion socio-professionnelle, donc très élevé. Le deuxième impact individuel qu'on a cherché à évaluer, c'est la question des revenus et du niveau de vie. Donc, on a abordé la question de deux manières, à la fois en termes de valeur absolue. On leur a posé la question de leur chiffre d'affaires. On a posé la question du revenu dégagé par l'entreprise. Donc, les revenus dégagés, 95% des entreprises dégagent des revenus et des revenus à hauteur à peu près de 1 100 € liés directement à leur entreprise. Par mois, évidemment, par mois. Donc, on a posé des questions, encore une fois, absolues, mais on a aussi posé des questions sur est-ce que, plutôt dynamique, disons, est-ce que la création de l'entreprise vous permet de mieux vivre aujourd'hui ? Et donc, ils sont plus d'une personne sur deux à répondre qu'effectivement, la création d'entreprise a permis une amélioration de leur situation financière. 50% répondent que oui, 30% pour qui ça n'a pas changé. Et donc, on voit qu'on est sur une dynamique, en tout cas, la création d'entreprise permet une dynamique au niveau des revenus engendrés liés à l'activité. Deux autres chiffres aussi. On a essayé de qualifier la sortie des minima sociaux.
Et donc, on a 7 créateurs d'entreprises qui percevaient le RSA, sur 10 entrepreneurs, qui percevaient le RSA au moment de lancer leur entreprise. 7 sur 10 sont sortis du RSA. Donc, on voit les impacts positifs à la fois en termes d'amélioration des revenus et aussi de sortie des minima sociaux, tout simplement. Et pour mémoire, c'est 40% à peu près des gens qui viennent nous voir qui sont RSA quand ils rencontrent l'ADI, quoi. Ouais. Et donc là, à un moment où la puissance publique cherche des fonds, et notamment les conseils départementaux qui sont un peu en difficulté, on voit bien qu'il y a quand même un effet direct sur les ressources publiques pour que, voilà, quand les gens créent leur boîte, c'est moins de minima sociaux qui sont délivrés par ailleurs. Voilà. Et améliorer évidemment leur niveau de vie. Le troisième impact individuel, c'est la question de l'inclusion bancaire, parce que donc on a des personnes qui, au moment où elles viennent voir l'ADI, elles n'ont pas accès au crédit bancaire classique pour créer leur entreprise. Donc encore une fois, on fait une évaluation avant-après, disons au moment du financement et 3 ans après, est-ce que ça a pu améliorer leur relation bancaire avec la banque. Alors eux, ils peuvent avoir une banque à titre personnel. La question, c'est est-ce que ils peuvent financer leur projet via la banque. Et on a 40% qui déclarent qu'effectivement, après avoir créé leur entreprise, les relations avec leur banque se sont améliorées. Et donc, on a aussi une dynamique en termes d'inclusion bancaire des personnes financées. Donc, grâce à la création de leur entreprise, meilleure inclusion bancaire. En sachant que 100% en étaient exclus en venant nous voir. Ouais, s'ils viennent nous voir, c'est un peu par principe, c'est qu'ils n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on cherche aussi à qualifier, voir si le fil de la relation avec la banque, en tout cas sur leur projet professionnel, a été repris. Le projet de l'ADI n'étant pas de financer ces personnes éternellement avec le microcrédit, mais c'est au contraire leur donner accès finalement au bien commun et au droit commun du financement, et donc qu'ils retrouvent le fil vers la banque, et que la banque les finance, ou d'autres acteurs que nous. Nous, on est le premier financeur quand on prend ce premier risque, et on va les aider à se lancer. Mais on n'a pas pour vocation à les garder éternellement à nos côtés. On est presque finalement voué à perdre nos bons clients, quoi, si je puis dire. Et ça veut dire qu'on sera heureux. Ils pourront aller ailleurs et trouver des financements à la hauteur de leurs besoins. Pour mémoire, l'ADI, elle peut financer jusqu'à 15 000 euros. C'est à peu près ça le type de prêt, avec des plans de financement qui peuvent aller jusqu'à 20 25 000 euros. Mais donc, on est vraiment sur la toute petite activité. Donc, on est cette première brique, quoi, dans le chemin d'un entrepreneur. Et donc, on est un passage, si je puis dire. Et alors, le quatrième impact, encore une fois à titre individuel, ça c'est quelque chose de nouveau qu'on a posé cette année, parce que on a des chiffres un peu classiques, pérennité, chiffre d'affaires, insertion socio-professionnelle, mais on a vraiment aussi voulu poser des questions plus de ressenti, alors j'allais dire plus subjectives, mais qui ont autant de valeur, en tout cas de mon point de vue, que les autres chiffres. On leur a posé la question du bien-être, de l'épanouissement, sentiment d'intégration à la société, la confiance en l'avenir. Voilà, qu'est-ce que la création d'entreprise a permis dans leur vécu et dans leur ressenti. Alors, je vais vous donner encore une fois quelques chiffres. J'espère que je ne vais pas vous assommer avec ces chiffres. En tout cas, on a plus de 70% qui préfèrent travailler en tant qu'entrepreneurs, donc travailler à leur compte. Donc je pense que c'est vraiment important de réaffirmer le fait que il y a vraiment c'est une démarche volontaire, positive de créer une entreprise. Et donc voilà, majoritairement, ils préfèrent être à leur compte, en tout cas, qu'en salariés. Sur la question après, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. On leur a posé la question de la réussite. Alors ça, c'est un vaste sujet, la réussite, parce que la définition est souvent très personnelle. Donc on leur a demandé de manière générale, est-ce qu'ils ont eu le sentiment de réussir en créant leur entreprise. Donc à plus de 70%, ils disent que oui, ils ont le sentiment de réussir. Et on leur a demandé leur propre définition. Pour eux, pourquoi ils qualifiaient que c'était une réussite. Et donc, ils qualifient ça une réussite parce qu'ils sont plus épanouis professionnellement et parce que tout simplement, ils ont réussi à créer une entreprise, et une entreprise qui dure. Et donc voilà, pour eux, c'est vraiment un sentiment de réussite très, très important. Après, je rentre pas dans les détails de toute une déclinaison, encore une fois, sur la confiance en soi, le regard porté par les autres sur soi-même, sur les regards portés par les autres sur la personne, leur propre estime de soi. On a aussi posé des questions sur globalement leur épanouissement professionnel, et globalement, on est des chiffres très élevés, entre 60 et 80%, qui estiment que leur situation de ce point de vue-là s'est améliorée. Sachant qu'on avait 3 modalités de réponse. Améliorer,
pas changé, détérioré. Et donc, globalement, on est sur une grosse majorité d'amélioration sur tous ces points-là. Et pour rappel, on a presque 50% des entrepreneurs sont des femmes entrepreneurs, et donc tous ces effets induits ils sont aussi évidemment pour voilà une meilleure place de femmes qui sont souvent en situation de plus difficile, en cellule monoparentale. Enfin, on sait qu'il y a des freins évidemment sur ces sujets-là de finalement d'autonomisation, d'empowerment, et on voit bien que ce levier-là de l'entreprise, il est hyper important. Donc là, c'est les chiffres globaux, mais c'est pas 50%, c'est 46% de femmes qu'on finance. Donc, ouais, on peut dire que c'était en tout cas, les éléments sont équilibrés, donc ils valent aussi pour nos entrepreneurs femmes. Mais effectivement, comme je vous disais, 2850 répondants, c'est beaucoup. Et donc, on pourra faire des croisements. Là, on vous livre une synthèse de l'étude d'impact, mais après, on déclinera, on pourrait regarder impact par impact plus précisément que ce que je vous présente aujourd'hui. Et par ailleurs, on peut aussi avoir des thématiques plus transverses, la question des femmes, la question des habitants dans des quartiers, la question des habitants en zone rurale, enfin un certain nombre de choses qu'on pourra décliner par la suite. Le volet ultramarin, voilà, enfin, on a bien des choses à partager. D'ailleurs, on dit, c'était peut-être les mardis de Nicolas et Alice, de Alice et Nicolas, c'est de pouvoir revenir vers vous en déclinant plein d'éléments de l'étude pour qu'on aille plus profondément dans le partage de ce qu'on en a appris, évidemment, cette fois-ci. Ouais, tout à fait. Alors, on a une autre question. Ouais. Les entreprises créées ont-elles généré des emplois en plus de ceux des entrepreneurs? Donc, c'est une très, très bonne transition, puisque donc là, je vous ai parlé de 6 impacts. On vient d'en parler de 4 qui étaient des impacts individuels. Mais effectivement, on a encore donc 2 impacts, si vous nous suivez bien. Et un impact sur les territoires, donc ça permettra de répondre à votre question, et après un impact en matière de transition écologique. Donc, on a cherché à voir quelle était, au-delà de la valeur l'impact individuel. Alors, quand je dis individuel, ça a quand même aussi des impacts sur la société. Quand on améliore l'insertion socio-professionnelle, les niveaux de vie, ça a aussi l'intégration, le sentiment d'intégration dans la société ou la confiance en soi ou dans l'avenir. Évidemment, c'est pas que des impacts personnels, mais ça déborde aussi au-delà de la personne. Mais on a aussi cherché donc à qualifier, à quantifier la création de valeur pour les territoires. Et donc ça reprend votre question, sur la question des emplois. On a 10% des entreprises créées qui vont générer en plus de l'emploi indépendant créé, des emplois salariés. Ces 10% d'entreprises qui créent des emplois, en moyenne, elles créent 2,3 emplois salariés et majoritairement en CDI. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que majoritairement, 90%, la création d'entreprise crée déjà c'est un emploi, celui de l'entrepreneur. Et par ailleurs, on aura en plus une petite partie de ces entreprises qui vont créer des emplois sur les territoires. Donc on peut dire que la création de valeur sur les territoires, c'est de créer des entreprises de proximité sur les territoires qui rendent des services très nombreux, donc, qui dynamisent le tissu économique des territoires, mais aussi le lien social. Par ailleurs, qui génèrent des retombées économiques. Ils ont des chiffres d'affaires. Donc il y a des retombées économiques sur les territoires. Et puis, qui génèrent aussi des emplois localement. Voilà. Et peut-être juste pour compléter ce panorama sur la création de valeur dans les territoires, on leur a aussi posé la question, et ça fait aussi un peu le lien avec le sujet de transition écologique, comment vous abordez le développement de votre entreprise? Est-ce que vous privilégiez l'échelon territorial, vraiment ce qui vous entoure pour vous développer? Et donc, on a posé la question, qui sont vos clients et qui sont vos prestataires? Et majoritairement, ils privilégient les prestataires locaux dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région, pour les faire travailler. Donc, c'est aussi des impacts directement pour les territoires de se dire que ce tissu de petites entreprises locales, génère aussi de l'activité au-delà de leur propre activité. En tout cas, elles font travailler des personnes autour d'elles, sur les territoires. Donc, c'est de la richesse qui se crée à tous les niveaux, et notamment dans ce qu'on disait tout à l'heure, les territoires fragiles. Là, ça refertilise un petit peu. Il y a de l'économique qui se recrée, et puis voilà, de la vie, si je puis dire, dans ces espaces un peu difficiles pour ces personnes qui étaient un peu en difficulté aussi, il faut le dire. Et puis, ça permet aussi, on a posé la question aux personnes de si la création de leur entreprise leur ont permis de rester vivre là où elles voulaient vivre. Donc ça, c'est aussi important, notamment
notamment sur la question des territoires ultramarins ou dans certaines zones rurales. Et on a un tiers des personnes qui nous répondent que effectivement la création de leur entreprise leur a permis de rester vivre là où ils voulaient vivre. Et donc, ça répond à ça fait écho à ce que tu dis sur recréer du développement économique et du tissu social, en tout cas localement, et ils n'ont pas été obligés de déménager pour aller prendre un emploi salarié dans un territoire dans lequel ils ne voulaient pas aller, quoi. Et peut-être tu vas parler de transition éco rapidement, mais c'est déjà de la transition écologique, ça, de faire du commerce local, d'avoir des fournisseurs à côté de chez soi, d'avoir une empreinte finalement qui est faible, mais avec un impact économique et social qui est fort au regard finalement de la trajectoire des personnes qu'on a financées et de ce qu'on s'est assigné, nous, en termes de mission. Pour rappel, c'est quand même 35 000 personnes les dernières qui ont été aidées, donc c'est 35 000 personnes par an. Voilà, ça commence à faire du volume. Depuis sa création, on l'a dit, c'est 300 000 personnes. Enfin, si on agrège cet ensemble-là, finalement, on voit qu'il y a une vaste population qui peut être concernée à ces petites échelles, quoi, de territoire, de proximité. Et finalement, c'est presque déjà un peu une économie frugale, si je puis dire. Je crois que tu voulais parler un petit peu de transition écologique, ce qu'on appelle transition écologique, qui est un grand terme en fait. Mais déjà, effectivement, d'avoir une économie de proximité, on va dire structurellement, c'est une économie qui est qui est moins délocalisable, quoi, parce qu'elle est là dans les territoires, au plus près des clients, des prestataires, et qui mobilise, je vous le disais, des prestataires locaux. Et donc, on va dire un peu consubstantiellement, intrinsèquement, c'est une économie de proximité, et donc plutôt tournée vers une économie durable, disons. Mais par ailleurs, on a quand même posé aussi la question de se dire, alors on est un peu moins sur l'impact, mais on a posé des questions aux entrepreneurs sur leurs pratiques en matière des pratiques éco-responsables. En tout cas, qu'est-ce qu'ils avaient mis en... Est-ce qu'ils mettaient en œuvre, est-ce qu'ils tenaient compte, des sujets de transition écologique dans leur quotidien. Donc, en plus de la question de ce qu'on est sur une économie de proximité, par ailleurs, eux et elles, individuellement, dans leur pratique entrepreneuriale, est-ce qu'elles tenaient compte, encore une fois, de ces sujets-là? Alors, c'est là où on a des chiffres moins élevés que tout ce que je viens de vous présenter, mais on se dit que c'est quand même une amorce, parce qu'on a, disons, entre 20 et 25% des entrepreneurs qui nous disent que oui, ils prennent en compte ce sujet-là dans leur pratique entrepreneuriale, avec, on va dire, trois manière principale de l'intégrer dans leur pratique. Je vous le disais tout à l'heure, soit parce que ils sourcent en tout cas des prestataires, soit locaux, soit plus, qui ont des pratiques eux-mêmes plus éco-responsables. Après, il y a des sujets de réduire les déchets ou d'utiliser des matériaux plus durables. Voilà. Donc on a 20% des entrepreneurs qui nous disent oui, j'ai déjà intégré dans mes pratiques ce sujet-là. 30% qui disent qu'ils y réfléchissent encore. Alors, en dehors de l'étude d'impact, on a déjà fait aussi des évaluations, des études, des enquêtes auprès des entrepreneurs sur ce sujet-là précisément. Et on sait que le passage à l'acte c'est un coût en tout cas d'adopter ces pratiques-là, ce qui peut expliquer que voilà, on a 20% qui ont mis déjà en œuvre des pratiques plus responsables et 30% qui se posent encore des questions parce que ça a aussi un impact très direct sur le modèle économique. Bon, alors je crois qu'on a encore une question. On avait dit jusqu'à 12h. Allez, à 12h30, ouais. On a un petit peu on va répondre à encore une question. Alors, le niveau de formation de vos entrepreneurs est-il proche ou différent des salariés au global en France? Alors, je vous le disais tout à l'heure, on a 20% des entrepreneurs qui n'ont pas de diplôme. Alors, j'ai pas la statistique sur la question des salariés. En tout cas, par rapport aux entrepreneurs en général, on est sur des chiffres plus élevés de personnes moins diplômées. En gros, je reformule, on a des personnes moins diplômées qui se lancent dans la création d'entreprises. Mais moins diplômés, ça ne veut pas dire avoir moins de capacités et de compétences. Donc, il y a effectivement un sujet de pouvoir, si besoin, accompagner, former ces entrepreneurs, souvent parce qu'ils sont seuls à la tête de leur entreprise. Donc, ça veut dire avoir des compétences en gestion d'entreprise, sur leur cœur de métier, sur l'administratif, le commercial. Voilà. Donc, effectivement, certains, en tout cas, peuvent avoir besoin d'avoir un accompagnement et un coaching. Mais ils ont des ressources, ces entrepreneurs, ils sont moins diplômés, mais ils ont des ressources. Et ça, c'est aussi très important de pouvoir valoriser. Et nous c'est notre rôle à la DIT, de se dire qu'est-ce que vous avez
comme compétence, vous en avez, et du coup, appuyez là-dessus et donc donner confiance parce que, effectivement, ils ont ces ressources-là qu'ils peuvent mobiliser dans le cadre de leur entreprise. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être. C'est l'heure de déjeuner. Vous avez faim. On va vous libérer. Nous, on sera heureux de vous revoir, de vous retrouver pour un prochain temps d'échange comme ça, enfin d'échange, en tout cas de présentation, parce que l'échange est limité. On se voit dans la caméra, mais on vous voit pas vous. Mais néanmoins. Ceux qui souhaitent avoir l'étude, vous avez donc dans le chat une adresse à laquelle vous allez pouvoir finalement envoyer votre demande si vous voulez récupérer l'étude. Donc vous l'envoyez à partenariat@tadi.org, mais elle doit être déjà dans la zone de dialogue. Et donc n'hésitez pas à nous envoyer ça, on l'enverra bien volontiers. Et puis par ailleurs, voilà, on fera des temps d'échange et de présentation avec tous les éléments un peu. Voilà, on va rentrer dans l'étude dans les prochaines semaines et de revenir vers vous. Assez voilà, je sais pas quoi, le début de l'année, quoi. Voilà, et d'ailleurs, ça nous intéresse. On a parlé de décliner cette présentation sur l'outre-mer, les femmes dans les quartiers. Et si à l'issue de cette présentation, vous dites moi j'aimerais bien avoir des informations sur tel ou tel angle, soit laissez-le dans le chat, soit vous nous faites un mail, parce qu'on pourra aussi prendre vos points d'intérêt pour aller creuser tel ou tel sujet. Sachant que juste en complément, je voulais aussi dire qu'on réalise donc chaque année, tous les 3 ans, c'est notre étude d'impact, mais par ailleurs qu'on double de ce qu'on appelle un SROI, un Social Return on Investment, qui est directement lié à notre étude d'impact. Ce SROI nous permet de se dire quels sont les coûts économisés et les gains générés par notre action. Donc, c'est vraiment un document complémentaire de l'étude d'impact pour quantifier, alors monétariser, on va dire, l'impact économique, voilà. En fait. Hein. L'impact économique. Là, c'était l'impact social, et derrière, c'est l'impact économique de l'ADI, pour le coup. À quoi on sert et qu'est-ce qu'on rapporte pour le bien commun, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on fait en termes d'économie et de recettes. En fait, on a un effet, évidemment, pour notre pays. On le disait, sortie des minima sociaux, donc ça, c'est des coûts en moins. Et par ailleurs, il y a des recettes générées parce que les entreprises créées, ça génère des cotisations sociales, de la fiscalité. Et puis, on va essayer aussi de travailler cette année sur la monétarisation d'aspects plus de ressenti. Je vous disais, l'épanouissement, le bien-être, voir comment l'impact dans les territoires, voir aussi comment on peut valoriser ça dans une étude économique complémentaire. Donc celle-là, on va la réaliser, disons, au premier trimestre 2025. Donc on partagera aussi les résultats dès qu'on les aura. Voilà, écoutez, merci à tous et à très bientôt. On revient vers vous et on va instruire ça de manière régulière. Voilà, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.